Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas rencontrés encore et à ceux qui sont en ligne. Je vais vous présenter les résultats de cette année de l'atelier 5 concernant l'archivage des modèles des données 3D à travers l'évolution du schéma de métadonnées. L'objectif est la conservation des données tridimensionnelles produites dans le cadre des SHS en France. Alors, diapo suivante. Voilà. Un premier schéma pour alimenter le Conservatoire national des données 3D a été établi lors du premier quadriennal du consortium entre 2014 et 2017, mais des limites sont apparues avec le retour d'expérience et nous sommes en train de le remanier depuis début 2021 car des limites sont apparues. D'abord, le schéma était beaucoup trop orienté archéologie ou patrimoine culturel matériel, alors qu'il est supposé répondre aux besoins de la communauté des sciences humaines et sociales. Les formats de fichiers acceptés sont beaucoup trop restrictifs. De manière très schématique, seuls les maillages polygonaux surfaciques avec des textures étaient acceptés, typiquement ceux produits en photogrammétrie. Nous avions fait un effort important pour collecter automatiquement le maximum d'informations techniques lors de la création des dépôts, notamment via le logiciel Altag 3D que nous avions développé. Cependant, la sensation de devoir remplir beaucoup d'informations reste encore un point sensible. Du point de vue du gestionnaire, la volumétrie est problématique aussi parce que les serveurs représentent un coût financier et subséquemment environnemental. La duplication des données est un idéal pour leur sauvegarde, mais difficilement conciliable avec ces enjeux. L'idée est de permettre l'externalisation de la sauvegarde des données. Et enfin, il n'y a rien de très intéressant à avoir des données qui dorment sur un serveur. Pour qu'elles vivent le maximum, il faut qu'elles puissent être identifiées et donc qu'elles soient trouvables depuis le maximum de portails de recherche. Et pour cela, il faut aligner notre modèle d'information sur les standards pour que tout soit mentionnable depuis Isidore, Ariadne+, et peut-être même Gallica, Europeana, etc. Donc voici la structure générale du schéma dans son état actuel, la version compacte, on va dire. La structure de base de tous les dépôts est celle-ci. Voilà, celle-ci. D'une manière générale, on a les informations concernant le dépôt, ce sont les boîtes grises en haut à gauche, et au moins un objet 3D qui est le bandeau rouge. Toutes les autres boîtes, en fait, sont des compléments d'information. Le schéma tel que présenté est un peu plus étoffé en réalité, puisque plusieurs métadonnées composent ces différentes boîtes. Le travail de simplification a été mené et tout est à peu près stabilisé désormais. Il ne reste plus qu'une petite interrogation concernant celle qui est en rouge sur cette image. Il s'agit d'une métadonnée qui figure dans le schéma du CNES, et nous voulons rester compatibles au maximum avec les recommandations du CNES, mais cette métadonnée n'est pas obligatoire. Donc, voilà, vous avez un petit aperçu des discussions qui animent notre atelier. Votre première impression est peut-être celle-ci, ça fait quand même pas mal d'informations à compléter. En fait, pas tant que cela, parce que seules les métadonnées qui sont précédées d'un petit rond noir sont obligatoires. Celles qui sont précédées d'un rond blanc sont facultatives, et celles qui sont précédées d'un carré noir avec un rond blanc à l'intérieur sont collectées automatiquement par le logiciel Altag 3D. L'objet 3D est décrit de différentes manières. Non, pardon. Il est composé de données sources, de données calculées et interprétées, et s'il renvoie à un objet réel, il faut pouvoir identifier cet objet. Concernant l'objet physique, on peut même renseigner un événement historique auquel le dépôt fait référence. Mais l'objectif ici n'est pas de décrire tous les événements de l'objet d'étude, uniquement celui qui fait sens pour ce dépôt. Pour qu'un événement soit complet, il faut pouvoir décrire qui a fait quoi, où et quand. Ici, non, c'est pour ça que nous avons les boîtes Actor, Date et Location. Et la réponse à la question « Quoi est l'objet 3D à proprement parler ?» Parfois, on peut mobiliser une classe d'un événement pour apporter une information. Par exemple, on a un petit D sous l'objet 3D pour appeler la classe Date, ou la classe Actor sous Deposit, Deposit Project et Deposit Management.
À noter que la classe Physical Object est facultative, ce qui permet de décrire d'autres objets d'étude que ceux du patrimoine culturel. De nombreuses dates sont renseignées au moment de la création du dépôt. Ça nous semblait un peu bizarre, alors nous avons fait un schéma pour y voir un peu plus clair, et les dates sont de 3 ordres. Il y a d'abord les dates qui concernent le programme de recherche ou l'activité pendant laquelle le modèle 3D est créé. Si le dépôt concerne un objet réel, cela concerne aussi l'activité de numérisation. L'objet documenté peut posséder une vie plus longue que celle de l'activité de recherche. On demande un certain nombre d'informations pour bien le documenter afin que les moteurs de recherche puissent aligner les informations que nous créons avec d'autres sources sur Internet. Et enfin, l'objet documenté peut avoir une vie passée bien antérieure à sa vie contemporaine. Et ici, il y a plusieurs manières de renseigner une date. Ça peut être une date précise, par exemple 1564, un intervalle de temps entre 1487 et 1573, par exemple, ou une période, la Renaissance. Parmi ces 3 manières de renseigner une date, une seule ici est nécessaire. Et on peut mobiliser celle qui correspond le mieux à l'état de la connaissance. Les données sources, c'est l'ensemble Indigo, peuvent être très diverses. La liste n'est pas exhaustive, mais nous pouvons insérer de la photogrammétrie, de la lasergrammétrie, des données volumiques, des documents d'archives, etc. Une évolution importante est la possibilité d'appeler un dépôt déjà réalisé au sein du conservatoire avec la boîte IDCMD3D, qui est tout en haut de la liste. Si les données sont déjà déposées sur le conservatoire, il n'est pas nécessaire de redéposer les mêmes données. Il sera possible d'indiquer simplement le lien pour retrouver les données sources. Un exemple pour montrer l'utilité de cette possibilité, dans le cadre d'un programme de recherche sur la pariétale, par exemple, une architecture a été numérisée, mais uniquement pour contextualiser les blocs ornés. Cela fait l'objet d'un dépôt. Quelques années plus tard, ce même monument fera l'objet d'une étude, mais concernant son architecture, eh bien, ce ne sera pas nécessaire de redéposer les modèles 3D sources, puisqu'ils sont déjà présents dans le conservatoire. Donc, la boîte IDCMD 3D permet de ne pas dupliquer les données et d'économiser pas mal d'espace. C'est la même logique pour les données calculées et interprétées, l'ensemble bleu. La liste n'est pas encore exhaustive, mais la structure du schéma permet d'ajouter facilement de nouveaux types de données. À noter toutefois qu'ici, il est possible d'ajouter des sous-niveaux, par exemple. Si je veux déposer un fichier Collada avec ces textures, je ne peux pas tout mettre dans la même boîte, les textures et les maillages n'étant pas décrits de la même manière. Il est donc possible d'ajouter une boîte enfant, une boîte texture enfant de la boîte maillage. Bon, c'est un petit détail technique. Des paradonnées peuvent être ajoutées pour enseigner de manière plus libre les informations jugées importantes. Ça peut être un fichier log produit par un logiciel, un fichier texte qui regroupe les informations techniques sur la manière dont les données ont été produites, la description d'une chaîne opératoire pour permettre la reproductibilité de la construction du modèle 3D, etc. Les paradonnées peuvent renseigner n'importe quelle boîte source et computed and interpreted data, mais aussi process, qui est l'ensemble violet. Le process permet de renseigner les logiciels qui ont été utilisés, mais aussi le matériel, les capteurs dans le cadre d'une numérisation, par exemple. Les données peuvent être insérées sous la forme de fichiers, mais aussi sous la forme de liens URL à la charge du producteur de s'assurer que le lieu de stockage des données soit suffisamment pérenne. L'année dernière, nous avions déjà largement restructuré le schéma. Cette année, quelques petites modifications ont été apportées pour assurer le maximum de flexibilité dans son évolution, après quoi nous avons travaillé toutes les boîtes, à l'exception de celles encadrées en rouge. À de rares exceptions près, nous pouvons désormais considérer le schéma comme cohérent, mais nous savons déjà qu'à l'épreuve de sa formalisation en langage compréhensible par Altag 3D, il y aura certainement quelques modifications à apporter. Tout le travail réalisé par l'atelier est maintenant hébergé sur un outil de gestion de version qui est GitLab, proposé par Humanum. Pour ceux qui ne sont pas familiers, cela signifie que toutes les modifications apportées au fichier texte sont sauvegardées et nous pouvons travailler à plusieurs sur le même projet car les modifications ne sont pas enregistrées
ne sont pas identifiés par fichier, mais au niveau de chaque caractère composant le fichier. La documentation est donc rédigée au format Markdown, pour ceux à qui ça parle, et les illustrations sont en SVG, deux formats compatibles avec la gestion en Git. Intérêt non négligeable, car il est possible de construire un site internet à partir de cette documentation, de ces fichiers, et la documentation est accessible sur le site 3d.humanities.science/docs. Le schéma permet d'alimenter les outils développés par le consortium, à savoir donc, le Conservatoire national des données 3D et Altag 3D. Donc Altag 3D, vous l'avez compris, est un logiciel à télécharger et à installer sur son ordinateur et proposé à la communauté pour renseigner de façon simple et le plus efficacement possible les dépôts. Le Conservatoire national des données 3D est le portail de consultation des dépôts, mais il possède également une interface pour déposer des données. Cependant, nous recommandons vivement d'utiliser Altag 3D, car lui seul est capable de renseigner parfaitement toutes les informations et donc de fournir des données compréhensibles pour les futurs utilisateurs de ces données. Schématiquement, tout ce qui est encadré en rouge ne sera pas renseigné à travers... J'ai oublié d'encadrer en rouge. Il y a plein d'informations qui ne seront pas renseignées à travers si on utilise le portail du conservatoire. Alors, voyons maintenant rapidement quel fichier on conserve pour alimenter le conservatoire à travers Altag 3D. Par exemple, pour un bloc de pierre numérisé parce qu'il a des gravures, une photogrammétrie a été réalisée. Ici, on a 98 clichés qui, elles, vont être archivées dans le format JPEG, ou ça peut être du TIFF également. Avec ce jeu de photos, quelques paradonnées vont être ajoutées pour dire comment mettre à l'échelle le modèle 3D, les points topos quand ils existent, le système de coordonnées quand il est défini. Ici, le logiciel Agisoft MetaShape a été utilisé pour la reconstruction photogrammétrique. On ne va pas conserver le projet MetaShape. Ici, seules les photos et la manière de géoréférencer le modèle 3D sont suffisants pour reproduire le résultat. À partir du nuage de points produit par MetaShape, un maillage a été créé dans le code compare. Le maillage est enregistré au format PLY, qui est un format de fichier documenté, ouvert et surtout qui possède un validateur OSINES pour assurer la pérennité des données. Ce modèle est ensuite traité dans Blender pour produire la documentation. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait trop long. En tout cas, le fichier Blender, lui, a priori, ne sera pas conservé, puisque toutes les informations qui permettront de reproduire la documentation sont sauvegardées dans un fichier YAML, qui est un fichier texte, en bas à droite de l'image. Ce fichier regroupe les paradonnées afin de permettre la reproductibilité de la documentation, notamment en retrouvant les points de vue des caméras. Et ça, c'est donc vraiment un fichier important. À la fin de la procédure, on obtient de la procédure de documentation, on obtient une arborescence de 618 fichiers, images, au format JPEG ou PNG, plus un fichier SVG pour la mise en page de la documentation. Et enfin, l'étude des gravures s'appuie sur un certain nombre de fichiers Illustrator pour dessiner les lignes de contraste sur des éclairages virtuels. À la fin, une image de synthèse de l'enlèvement est produite et chaque tracé est ensuite numéroté pour être décrit et argumenté dans un fichier texte au format Word. Pour pouvoir intégrer le conservatoire, l'idéal est de convertir le fichier Illustrator en SVG et le document Word en ODT, le Open Document Text. Ce sont des formats de fichiers équivalents et pérennes. Voilà donc pour l'ensemble des matériaux à archiver. Et comment le schéma va-t-il pouvoir ingérer tout cela? Donc, comme tous les dépôts, on ne peut pas échapper aux informations génériques et à la structure de base. Il s'agit des métadonnées concernant le renseignement des dépôts en CRI,
et au moins un objet 3D, qui lui sera renseigné par au moins une source, la boîte violette, et une source transformée en bleu. En fonction de la nature des données à archiver et des objectifs scientifiques et techniques poursuivis, l'utilisateur peut moduler à volonté le schéma. Dans notre cas, on décrit un objet réel, physique, acquis en photogrammétrie, de quoi et donc on a aussi un objet physique. On a donc des fichiers de photogrammétrie qui vont renseigner les sources. On a un maillage qui compose, qui est produit. Les documents rendus qui renseignent aussi les données calculées et interprétées. Et les fichiers annotation comme les fichiers SVG. Voilà, et des paradonnées vont permettre de renseigner comment le maillage a été produit, comment les images ont été calculées, et les différentes images qui vont se superposer pour compléter la description géométrale. Enfin, on va pouvoir renseigner aussi le process, c'est-à-dire le logiciel, quel logiciel de photogrammétrie a été utilisé, et ainsi de suite. De même, le fichier Blender n'est pas conservé, mais on va pouvoir renseigner la version de Blender et les plugins utilisés. Si nous faisons le bilan de l'atelier 5, le schéma est beaucoup plus flexible et ouvert à d'autres disciplines. La première partie du schéma est maintenant cohérente, donc jusqu'à l'épreuve du feu de la formalisation pour intégrer à Altac 3D. La documentation est maintenant centralisée dans un outil de gestion de version, GitLab. Un superbe article a été rédigé par Mathieu Quentin, et il faut remercier Florent pour son aide à la publication parce que c'était une épreuve assez compliquée. Mais le travail n'est pas terminé parce qu'il reste des métadonnées, toutes les métadonnées métiers à retravailler, et il faut intégrer tout ce travail à Altac 3D et aligner ce schéma avec le SIDOC CRM, mais ce n'est plus vraiment du ressort de notre atelier. En conclusion, si vous avez un besoin particulier sur un type de données qui n'est pas encore pris en compte, n'hésitez pas à nous solliciter. Et si vous voulez participer à la construction de ce schéma, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Nous n'avons pas forcément manipulé tous les types de données et nous n'avons pas toujours suffisamment de recul pour décider quelles informations sont indispensables pour l'utilisateur futur. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Mehdi, je propose de mettre en place. Pendant ce temps-là, si certains d'entre vous, et comme à distance, ont des questions, je vois sur le chat. Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. C'est pour les personnes qui sont en visio. Tu peux répéter la question? Une question de la salle. C'est pour les modèles produits sur SketchUp, par exemple. En filaire. Comment on archive sur bien depuis SketchUp, on peut exporter en format Collada. Et du coup, le format Collada est accepté. Il y a un validateur en cours de finalisation. Et donc, on pourra tout simplement verser des fichiers SketchUp après un export en Collada sur le conservatoire. Je partage ça. Au niveau de la construction de la 4D, des données, etc. Et après, c'est en fonction des matériaux utilisés. Si c'est une reconstruction avec SketchUp, c'est souvent à partir de documents, des iconographiques, des documents anciens, en couper les façons, j'imagine.
Et du coup, c'est le matériau source, cette documentation ancienne, entre guillemets, et bien, on va pouvoir l'insérer dans la tag, soit sur la forme de lien si ces documents sont hébergés sur une archive départementale, par exemple, ou sur Gallica. Là, on peut juste renseigner le lien pérenne qui renvoie vers cette documentation. Ou alors, on ajoute soi-même les fichiers, ces fichiers images, hein, dans le dépôt. Voilà. Mais donc là, la chaîne YouTube. Toute la chaîne est déjà présente.